Donc bonjour, je vais essayer de faire une vidéo sur la lecture d'un livre de l'abbé Jean Desgranges, qui est aussi un député et un politique du 19e, début du 20e siècle, et qui est issu de ce bouquin-là, Attaque contre l'Église, 20 ans de conférences contradictoires. Ça me semble intéressant parce qu'il aborde beaucoup de questions qui sont polémiques et qui reviennent même encore aujourd'hui. Alors, je commence au hasard. Par le procès Galilée, puisque c'est encore en vigueur dans les écoles, on en parle souvent. Alors je vais me permettre de lire ce qu'il dit, je vais immobiliser le téléphone un peu et faire la lecture. Alors le procès Galilée, l'ouvrier qui préside, un vétéran des cercles d'études, donc là il parle de la situation, résume mon discours sur l'Église et la science avec cette concision robuste. Vous venez, monsieur l'abbé, de caler sur des faits, des témoignages et des arguments bien tassés cette double vérité. Premièrement, aucune conclusion certaine des sciences ne contredit les enseignements du christianisme. Deuxièmement, la plupart des découvertes scientifiques ont été l'œuvre de savants chrétiens. La parole est au contradicteur. Un petit homme, nerveux, escalade la tribune. Il ne s'attaque guère au point précis que j'ai abordé, mais m'objecte avec indignation le procès de Galilée. Il s'exprime avec volubilité. Ses bras et sa tête exécutent des moulinets rapides comme s'ils étaient entraînés par la rotation de la Terre, dont il ne cesse de faire état avec fierté. Il a puisé sa documentation dans les feuilles anticléricales, dans la sombre tragédie de Ponsard, dans le tableau de Robert Fleury, beaucoup plus que dans les savantes publications d'Antonio Favoro. Les chevaux des phrases souvent embrouillées qu'il dévide sans arrêt ne cessent de ramener ces deux objections principales. L'Église a laissé voir qu'elle n'est ni véridique, ni, à plus forte raison, infaillible, en proclamant que la Terre ne tourne pas. Ces tribunaux qui pataugeaient dans les ténèbres de l'obscurantisme ont vraiment cherché à arrêter la marche victorieuse de la science par le cruel supplice de Galilée. Vous avez flétri, monsieur, avec une juste colère, ces tribunaux d'ignards qui livrent au supplice des hommes éminents avec un inqualifiable mépris de la science. Ne vous êtes-vous pas trompé d'adresse? N'avez-vous pas confondu Galilée avec Lavoisier, l'illustre chimiste condamné à mort le 8 mai 1794 et guillotiné le jour même par les soins d'un tribunal révolutionnaire qu'Hippolyte Taine nous dépeint dans cette page saisissante? Alors c'est extrait de Les origines de la France contemporaine, livre 4, chapitre 1. Effectivement, ceux qui prononcent l'arrêt sont de leur propre aveu des jurés solides, de bons sans-culottes, des hommes de la nature. Quelle nature? L'un d'eux, Trinchard, menuisier auvergnat, se peint lui-même au fil par ce billet qu'avant l'audience, il adresse à sa femme. Si tu n'es pas toute seule et que le compagnon soit à travailler, tu peux, ma chère amie, venir voir juger 24 messieurs, tous ci-devant, présidents ou conseillers au Parlement de Paris et de Toulouse. Je t'invite à prendre quelque chose avant de venir parce que nous n'aurons pas fini de trois heures. Je t'embrasse, ma chère amie et épouse. Sic. Au même tribunal, le fondateur et organisation de la chimie, le grand inventeur Lavoisier, condamné à mort, demande un sursis de 15 jours pour achever une expérience. Et le président Coffenal, autre auvergnat, lui répond: La République n'a pas besoin de savants. Elle n'a pas besoin non plus de poètes, et le premier poète de l'époque, l'artiste délicat et supérieur qui a rouvert les sources antiques, qui ouvre les sources modernes, André Chénier, est guillotiné. Nous avons en original le procès verbal manuscrit de son interrogatoire, véritable chef-d'œuvre de baragouinage et de barbarie. Il faudrait le transcrire en entier avec ses turpitudes de sens et d'orthographe. Lisez-le si vous voulez voir un homme de génie livré aux bêtes grossières, colériques et despotiques, qui n'écoutent rien, ne comprennent rien, qui n'entendent pas même les mots usuels, qui trébuchent dans leur quiproquo et qui, pour singer l'intelligence, pataugent dans l'ânerie. Comme vous le voyez, monsieur, la stupidité du tribunal révolutionnaire, les supplices de Lavoisier et de Chénier méritent toute la foudre de vos indignations. Les pièces des procès Galilée sont aujourd'hui intégralement publiées. Lorsque vous vous déciderez à en prendre connaissance, vous n'y trouverez ni jugement doctrinal de l'Église engageant son infaillibilité, ni
condamnation à mort, ni torture d'aucune sorte, ni hostilité à la science. Vous pourrez tout au plus reprocher au tribunal du Saint-Office une erreur judiciaire greffée elle-même sur une erreur scientifique que partageait l'immense majorité des académies et des corps savants de l'époque. Vous avez prétendu que l'Église infaillible avait enseigné que la Terre ne tourne pas. Le sujet même dont il s'agit aurait dû vous mettre en garde contre la fausseté d'une telle accusation. Ai-je donc à vous apprendre que l'objet propre de l'enseignement catholique, c'est le dogme, c'est la morale et non l'astronomie. Il n'y a pas de mission de nous décrire comment va le ciel, mais de nous dire comment on y va. Entre parenthèses, interruptions diverses. Le Christ a promis à son Église de la protéger efficacement contre l'erreur lorsque le pape ou le concile œcuménique définit solennellement en un point de doctrine religieuse en s'adressant à la catholicité tout entière. Ni l'index qui l'occupa de Galilée en 1616, ni le Saint-Office qui le jugea en 1633, ni aucune congrégation romaine n'a attribué à ces décisions ce divin privilège. Le contradicteur. Reconnaissez donc que vos tribunaux d'église ont été souvent composés d'ignorants et d'imbéciles. Et c'est précisément, citoyens, parce que le Christ savait que les hommes d'église, comme tous les hommes, sont enclins aux erreurs, qu'il a voulu, par la garantie de l'infaillibilité, écarter de notre route celle qui aurait compromis notre destinée immortelle. Les imbéciles sont nombreux, en effet. Si j'avais eu la tentation de croire que leur race est à jamais éteinte, les interruptions de vos amis, qui découvraient tout à l'heure une ignorance et une faiblesse d'esprit dont vous souffriez visiblement vous-même, m'auraient déjà rappelé à cette réalité attristante. Rire, applaudissements. Il vous faut donc, monsieur, rayer de vos papiers la question de l'infaillibilité. Renoncez aussi, quoi qu'il vous en coûte, à la torture et à la condamnation à mort. Un cadavre jeté sous les roues du char de la science, faisait très bien dans votre métaphore, et je regrette de couper vos effets. Mais Galilée est mort doucement et pieusement dans son lit, comme je vous le souhaite de mourir vous-même. Pendant l'instruction de son procès, il habite chez l'ambassadeur de Toscane. Au moment même où se déroulent les débats, il écrit à son ami Boccineri, On a décidé que je me tiendrai retiré ici, mais avec une commodité inaccoutumée, dans 3 chambres qui font partie de l'appartement de monsieur le fiscal du Saint-Office, avec la pleine et entière liberté de me promener. Quant à ma santé, je suis bien, grâce à Dieu, et à l'exquise attention de l'ambassadeur et de l'ambassadrice, qui sont aux petits soins pour me procurer tous mes aises. Fermez les guillemets. Condamné à la prison, Galilée est immédiatement autorisé à se rendre au palais du duc de Toscane, à Rome, puis chez son ami, monseigneur Piccolomini, archevêque de Sienne, enfin dans sa propre villa d'Arcetri, près de Florence, où il édifie ceux qui l'entourent par sa fidélité aux devoirs religieux jusqu'à sa mort, survenue le 8 janvier 1642. Lavoisier et Chénier eussent sans doute beaucoup apprécié un pareil traitement, ne le pensez-vous pas, monsieur ? Vous avez parlé de la rotation de la Terre, comment dirais-je, avec une sorte d'orgueil paternel. À vous entendre, si satisfait, on pouvait supposer, non certes que vous l'aviez vous-même mise en mouvement, mais que tout au moins l'on devait à vos amis libres penseurs le secret longtemps caché de ces évolutions. Jusqu'au XVIIe siècle, on croyait que la Terre immobile était le centre du monde et que le Soleil et les étoiles évoluaient autour de nous. Cette opinion flatteuse pour l'amour-propre humain, étayée par les systèmes ingénieux de Ptolémée et d'Aristote, était tenue pour certaine. Qui donc a commencé de dissiper ce préjugé universellement répandu ? Qui a découvert cette vérité qui vous remplit d'aise ? Des libres penseurs ? Non, monsieur, 2 hommes d'église, Nicolas de Cusa et le pape Eugène IV, fit cardinal peu de temps après, et le chanoine Copernic, qui dédia son livre De Revolutionibus Orbium Coelestium au pape Paul III. Ces 2 savants n'aboutirent pas à la démonstration rigoureuse d'une découverte qui ne devait être transformée en certitude que plus tard grâce aux expériences de Newton. Ces hommes d'église n'en restent pas moins des initiateurs de génie. Comme vous avez été injuste, monsieur, en nous accusant d'arrêter le char de la science astronomique, alors que précisément des mains ecclésiastiques, j'aime reprendre votre comparaison pittoresque, l'ont muni des roues sur lesquelles il a glorieusement progressé. Galilée s'évertua sur des hypothèses encore incertaines du cardinal de Cusa et du chanoine Copernic.
S'il s'était cantonné comme eux dans les pures sphères de l'astronomie, il eût contribué au progrès de la science, sans troubler la paix religieuse. Son tort fut de vouloir forcer l'adhésion rebelle de ses contemporains, non point par la rigueur de ses expériences scientifiques, mais à l'aide de raisons tirées de la Sainte Écriture. Il ne parvint pas mieux, de la sorte, à démontrer que la Terre tourne, mais il réussit à faire tourner les têtes. Invité en 1616 à respecter le domaine de l'écriture qui n'était pas le sien, il fit de solennelles promesses qu'il ne tint pas. La violence de ce polémique souleva les orages. C'est alors qu'il fut jugé et condamné par le tribunal du Saint-Office, 1623. Certes, nous l'avons vu, sa pénitence fut douce. Quoiqu'il ait manqué à ses engagements et désobéi à l'autorité ecclésiastique contre laquelle un bon catholique comme lui ne doit jamais s'insurger, alors même qu'il a de bonnes raisons de penser qu'elle se trompe, je regrette sa condamnation et je vous accorde qu'il fut victime d'une erreur judiciaire. Les magistrats du Saint-Office, qui ont pour mission de sauvegarder l'interprétation de la Bible et la paix des consciences, estimèrent qu'ils pouvaient reprocher à Galilée d'avoir porté atteinte à l'une et à l'autre, et ils mêlèrent à leur souci légitime de défendre l'Église les opinions erronées de leur temps en matière d'astronomie et motivèrent leur sentence sur de faux considérants. Pour avoir le droit de leur reprocher, il faudrait, monsieur, que vous n'ayez pas vous-même commis d'innombrables et de pires erreurs judiciaires, notamment dans toutes les sentences relatives aux congrégations religieuses. Le contradicteur. Nous avons défendu la République. Comme les juges de Galilée croyaient défendre l'Église. Mais vous avez amalgamé dans vos verdicts les faux dogmes du laïcisme, les préjugés étroits de Valdez-Rousseau et de M. Ferdinand Buisson, comme les magistrats du Saint-Office mêlèrent aux leurs les erreurs de Ptolémée. Par suite de cette confusion lamentable, des milliers de juges ont été entraînés à poursuivre, à dépouiller de leurs biens, à chasser de leurs maisons, à réduire à la misère et à l'exil les plus nobles des Français et les plus généreuses des Françaises. Le procès Galilée a été vicié de la même manière. Nous sommes en présence d'une erreur judiciaire que nous déplorons, mais qui n'engage pas l'infaillibilité, qui ne suppose aucune hostilité contre la science et qui n'a fait couler aucune goutte de sang. Vous aurez le droit d'être sévère pour cette paille posée sur votre œil lorsque vous aurez enlevé la poutre qui est dans le vôtre.